pour commencer, j'ai le grand bonheur d'accueillir Samuel Pagé-Plouffe, qui est coordonnateur de l'Alliance Transit. Bonjour Samuel. Bonjour. Merci d'être là ce matin. Donc, l'Alliance Transit, qui est l'Alliance pour le financement du transport collectif. Donc, en petit résumé, là, il y a 17 organisations qui ont signé une lettre ouverte en octobre 2024. L'Alliance Transit était l'une de ces organisations. Oui. Et donc, on parlait dans cette lettre du plan qui est attendu d'ici 2025. C'est quoi les cibles de ce plan-là, le plan d'action de la politique de mobilité durable? Est-ce qu'on est sur la bonne voie pour atteindre ces cibles qui sont indiquées dedans? Pour répondre clairement à la question, la réponse est non. On n'est pas sur la bonne direction. Ce qui ne veut pas dire qu'il n'y a pas certaines améliorations. Donc, on a une politique de mobilité durable au Québec qui est comme la vision, les grands objectifs qu'on a en matière de mobilité durable. Et il y a un plan d'action qui s'échelonnait de 2018 à 2023, donc qui s'est terminé. Maintenant, on est en train d'élaborer le nouveau plan d'action. Quand on regarde là, les grandes cibles, par exemple, il y a l'objectif de réduire de 20% la part de l'auto-solo dans les déplacements. Il y a aussi l'objectif de diminuer les coûts de la congestion. Et dans ces deux cas-là, définitivement, ce n'est pas un succès, même qu'on va dans la mauvaise direction. Oui, il y a même une augmentation de la flotte automobile sur les routes puis de l'auto-solo en plus. Exactement. Malgré le télétravail, on constate l'augmentation de la congestion. Donc, ça va prendre des gestes plus radicaux, on ose le dire, pour y arriver. Il y a quand même un peu d'espoir, là. Il y a des éléments où on s'améliore. Par exemple, une des cibles, c'est de viser à ce que 70% de la population ait accès à au moins 3 services de mobilité durable. C'est un peu technique. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Mais on a fait l'exercice avec le gouvernement de mesurer sur le territoire québécois et on voit que notamment les progrès en transport actif, là, pistes cyclables, tout ça, contribuent à ce qu'il y ait une plus grande part de la population qui ait accès à 3 services de mobilité durable. Il y a aussi une certaine diminution des accidents graves et mortels. Donc, on voit des améliorations, mais sur les indicateurs, je dirais, les plus structurants, on n'est pas dans la bonne direction. Et je terminerai en disant, il y a un objectif très précis qu'on avait dans la politique de mobilité durable avec lequel on va vouloir renouer dans le nouveau plan d'action. C'est l'idée d'avoir une augmentation des services de transport collectif de 5% par année. Puis ça, c'est essentiellement, c'est combien d'heures là, les autobus, les métros sur le territoire roulent. Okay. Exactement. Et là, on est à 0%. Il y a eu évidemment... Il n'y a eu aucune augmentation de ce service-là? Non. OK. Et là, il y a encore à ce jour des lacunes importantes. On peut penser au niveau de l'accessibilité, à une mobilité accessible, sécuritaire et durable pour tous les individus. Est-ce qu'on peut espérer mieux? Est-ce que ça va être défini à travers ce prochain plan? Oui, c'est l'objectif. On le souhaite. Comme vous disiez en introduction, on est plusieurs organisations de la société civile, tant des organisations du milieu économique. Là, le Conseil du patronat est là, travaille avec nous très bien. Milieu social, milieu environnemental. Donc, c'est ce qu'on veut. Et essentiellement, la mobilité durable, c'est ça. C'est donner accès aux services, à la ville, aux services du quotidien, au plus grand nombre, incluant à ceux qui n'ont pas de véhicule pour se déplacer. Donc, la question de l'accessibilité, elle est fondamentale. Je dirais, si on veut être assez précis, dans le premier plan d'action qui s'est terminé, il y avait une mesure qui demeure en attente, là. C'est celle de faire mieux les liens entre le développement des infrastructures de transport et l'aménagement autour de ces infrastructures-là. Et là, sans vouloir trop parler un charabia gouvernemental, on a aussi maintenant une politique d'aménagement du territoire au Québec. Ça peut justifier là, le retard qu'on a pris du côté de cette mesure-là de mieux concilier aménagement et transport parce que la politique d'aménagement est en cours d'élaboration au cours des dernières années. Donc, on espère vraiment que cette mesure-là qui était dans le premier plan d'action en mobilité durable puisse maintenant aller de l'avant puis qu'on ait vraiment une stratégie pour mieux aménager le territoire autour de la mobilité durable. Donc, si je comprends bien, c'est super de vouloir ajouter davantage de transports, davantage de lignes d'autobus, par exemple, ou d'accès à ces transports-là, mais ça prend
un territoire qui est propice à ça, qui est capable de l'accueillir, qui a tout ce qu'il faut pour que ce soit sécuritaire, accessible? Est-ce que c'est ça que ça veut dire? Ben, c'est exactement ça. Puis il faut dire que déjà, il y a des territoires qui ne sont pas desservis par des services, je vais nommer particulièrement de transport collectif, fréquents et quotidiens. Donc, à partir du moment où on offre un service, déjà là, on fait des gains immenses en termes d'accessibilité. Mais après ça, c'est vrai qu'il faut que le territoire soit aménagé en fonction de ça. Et j'ajouterais aussi, dernière chose, les infrastructures en tant que telles. Par exemple, il y a énormément de stations du métro de Montréal, mais aussi partout. Les gares ou dans toutes les villes du Québec sont souvent mal aménagées pour les personnes à mobilité réduite. Et là-dessus, ben, on a un retard à rattraper définitivement. Oui, définitivement. Mais bon, c'est en cours. On va tâcher d'être patient encore un peu. Donc, ce plan qui est en cours d'élaboration par le ministère des Transports et de la Mobilité durable couvre la mobilité pour les individus, mais aussi pour le transport des marchandises. Ouais. Fait qu'on ne pense pas juste aux humaines qui se transportent en transport collectif. Est-ce que vous êtes optimiste quant à l'implantation effective, efficace d'une politique de transport durable à ce niveau-là? Parce qu'on s'entend que c'est une grosse partie... c'est ça, du transport qui pourrait être plus efficace là, et réduire l'émission des GES, par exemple. Oui, bien, tout à fait, je dirais. Pour le transport des personnes, souvent, on a le défaut de penser que l'électrification va tout régler. Et c'est pas vrai, ça ne règle pas tout. Notamment, on continue de consommer énormément d'énergie pour le transport des personnes. Pour ce qui est des marchandises, je dirais, c'est un peu la force des choses qui va nous mener vers davantage de mobilité durable, notamment parce que pour les marchandises, l'électrification ne pourra pas faire le travail de réduire les gaz à effet de serre. Tout simplement parce que c'est généralement trop difficile d'électrifier un immense camion. Ça prend des énormes batteries. Et on ne peut pas compter sur ça. On ne peut pas vraiment compter sur ça, ou enfin en toute petite partie. Donc, la stratégie pour y arriver en transport des marchandises, puis il y a quand même des engagements très clairs de réduction des gaz à effet de serre au Québec, c'est beaucoup ce qu'on appelle l'intermodalité. Donc, avoir plusieurs modes qui vont se conjuguer, plusieurs modes de transport, et utiliser certains modes qui sont beaucoup moins polluants et énergivores. Par exemple, le train. Ou le transport même parfois maritime, qui comparé par exemple à faire rouler des camions sur les routes à essence, ont quand même un impact nettement moindre. Le train en particulier, c'est des gains énormes. On doit élaborer une stratégie ferroviaire, donc développer les infrastructures ferroviaires pour y arriver. Mais comme je disais, on n'a pas vraiment le choix. Et j'ajouterais aussi que tous les efforts qui sont faits en transport des personnes ont des impacts aussi sur les marchandises, dans le sens que les gens du transport des marchandises, une de leurs obsessions, et pourquoi ils défendent la mobilité durable, c'est qu'ils disent, ben écoutez, la congestion, nous, ça nous impacte énormément, ça ralentit, ça diminue l'efficacité de nos entreprises. Et donc, par exemple, on peut envisager des stratégies comme des tarifications de la congestion, et on regarde beaucoup ce qui se passe en Europe puis ailleurs. Souvent, on va cibler davantage, ou on commence par cibler les marchandises. Fait que donc, par exemple, avoir un prix plus important pour l'utilisation de la route, par exemple avec une tarification kilométrique, pour dire, ben là, le marchandise va passer ailleurs, ou bref, il y a toutes ces stratégies-là qui sont conciliables avec la mobilité durable et qui peuvent, je dirais, qui peuvent commencer par le transport des marchandises. OK. Donc, c'est quand même toute une infrastructure à mettre en place aussi là, pour ouais, le défi n'est pas mince, là. Non, c'est ça. C'est quand même un vaste chantier, on va le dire comme ça. Donc, Samuel, qu'est-ce qui vous inquiète le plus dans l'élaboration de ce prochain plan? Ben, je dirais que on est probablement encore traumatisé par la pandémie. Notamment, la pandémie, on le sait, là, ça a créé dans tout plein de secteurs des enjeux financiers, notamment dans le transport collectif, qui est quand même, je dirais, beaucoup la colonne vertébrale sur laquelle on doit se baser pour après ça faire tout le reste en mobilité durable. Et donc, les sociétés de transport, là, comme la STL, la STM, dans toutes les villes, sont dans une mauvaise situation financière. Et là, on a comme de la misère à s'imaginer
une situation à plus long terme où on revient dans l'ambition, dans le développement des services. On est vraiment plutôt dans la gestion, je vous dirais, en ce moment, à la petite semaine. Là, comment on va faire pour équilibrer nos budgets? Et ça, c'est vraiment un problème parce qu'on nous parle parfois même de il y a eu des pertes d'achalandage, des pertes durables. Mais quand on regarde l'évolution de l'achalandage des réseaux de transport, là, c'est dynamique, ça évolue tout le temps. Ça n'a jamais été égal. Il y a eu dans l'histoire des fois des chutes très importantes quand l'automobile est arrivé ou quand parfois le gouvernement s'est retiré du financement du transport collectif. Et ça a remonté à d'autres moments. Donc, il n'y a pas de perte permanente pour les réseaux de transport. Mais là, en ce moment, il y a vraiment, je dirais, un manque d'ambition qui pollue, je dirais, les réflexions. Et on constate aussi que les décideurs se lancent un peu la balle. Donc, on se souvient, Mme Guilbeault, la ministre des Transports, qui a dit c'est aux municipalités à gérer leurs fougères concernant le transport collectif. Donc, ce qu'elle disait, c'est à elle à gérer les opérations, là, le quotidien là, des réseaux de transport collectif. Mais le désengagement de l'État, certainement que c'est pas une bonne idée. Il faut que tout le monde travaille ensemble à trouver des solutions. Puis éventuellement, est-ce que, par exemple, les villes peuvent prendre une plus grande part dans le financement? Probablement que oui, mais il faut un appui. Il faut commencer quelque part quand même. Ben oui, puis il faut travailler ensemble. Oui, définitivement. Donc, de se lancer la balle comme ça est peut-être pas l'idéal. Donc, ce désengagement, puis ce recul, ou en tout cas cette stagnation, viendrait probablement du fait qu'il y a comme une espèce de fatigue ou l'impression que c'est trop gros pour être pris en charge. C'est l'impression que ça me donne, en tout cas. Oui, tout à fait. Puis je veux pas faire de procès d'intention, mais peut-être que parfois, il y a des personnes qui ont des intérêts politiques qui vont pas nécessairement toujours dans le sens de la mobilité durable. Oui, on pourrait dire ça comme ça, poliment. Donc, dans cette fameuse lettre ouverte parue dans la presse le 22 octobre, vous indiquez prendre un engagement commun de contribuer activement à la transformation de la mobilité durable au Québec. De quelle manière se traduit cette collaboration entre toutes les parties concernées? On le comprend un petit peu là en écoutant tout ce que tu viens de dire. J'entends ici, le gouvernement, les municipalités, la société civile, les entreprises. Comment arrimer tout le monde et comment faire en sorte d'être ensemble là-dedans? Si tu permets, petit pas de recul, là, en 2017-2018, quand on a élaboré cette vision-là pour le Québec, moi, j'ai vécu un moment franchement fascinant là, où on a joué toutes les organisations de la société civile puis qui s'intéressent au transport en général, là, incluant, comme je disais, le milieu économique, social, environnemental. On a joué au ping-pong avec le gouvernement, dans le sens que on leur faisait des propositions sur qu'est-ce qu'ils devraient avoir comme mesures. Le gouvernement nous les renvoyait et c'était super dynamique. On travaillait bien ensemble et on est arrivé à un document qui faisait franchement consensus et en plus qui nous permettait de se donner une vision parce qu'il y avait des sommes qui étaient disponibles du côté du gouvernement fédéral, là, le gouvernement Trudeau qui voulait investir en transport collectif, en mobilité durable et le Québec n'allait pas vraiment les chercher. C'est un peu plate de faire ça. Et donc, on essaie de recréer cette dynamique-là cette fois-ci. Je dirais, depuis ce temps-là, depuis 2018, ce que l'on fait, là, le groupe qui a travaillé à l'élaboration de cette vision-là, c'est qu'on fait un suivi avec des rencontres, évidemment, privées. Là. Je peux pas tout dire ce qui se passe dans ces rencontres-là, mais de l'évolution, justement, de chacune des mesures et des cibles dont on s'est doté. Puis comme je disais, il y en a quand même qui avancent bien. On a ces rencontres-là privées, puis il y a des moments aussi, un forum annuel où là, on vient, le gouvernement doit rendre des comptes à la population du Québec. Donc, dire voici où on en est rendu avec la mise en œuvre de cette vision-là. Et nous, là, le comité de suivi, maintenant on l'appelle comité de concertation, on commente en fait. On dit, regardez, nous on pense que de ce côté-là, ça avance pas assez bien. De ce côté-là, c'est quand même bien, il y a des progrès. Je le redis, là, somme toute, on va pas dans la bonne direction. Mais il y a cette volonté-là qui est très, très forte des organisations, puis je dirais de la population. Là, c'est étonnant à quel point il y a une demande pour des services de transport collectif et actifs, j'ajouterais. Mais là, je dois honnêtement te dire, Maude, que c'est pas un moment, c'est un moment qui est plutôt morose là, en ce moment. On avait des espoirs très forts cet automne et là, le nouveau plan d'action est attendu pour le printemps qui vient.
Puis on est moins enthousiaste qu'on était, malheureusement. OK. Donc, il y a une petite perte d'espoir en ce qui pourrait se passer. Peut-être, vous avez l'impression qu'il y a un manque d'écoute. Oui, c'est bien beau là, de travailler ensemble, mais si finalement le gouvernement ou les instances disent, ben non, on va décider comme ça, puis ça va être tout, sans prendre en considération véritablement ce que vous amenez comme point à modifier, à améliorer, j'imagine que ça doit décourager certains. Ben c'est qu'il y a des décisions difficiles à prendre, je dirais, là, puis on semble pas vraiment les regarder en face. Dès 2019, le gouvernement du Québec a dit nos réseaux de transport, pas seulement transport collectif, transport routier, tout ça, on a des problèmes majeurs pour les financer. Oui. La taxe sur l'essence va s'éroder de plus en plus parce qu'il va y avoir l'électrification. Donc, il faut trouver des solutions. Dès 2019, on a eu une grande réflexion collective là-dessus, mais les solutions qui sont à mettre de l'avant, mais elles viennent pas. Et depuis l'automne dernier, il y a un rapport qui est sur le bureau de Mme Guilbeault, la ministre des Transports, et nous, on l'a même pas vu encore. Donc, on attend ces solutions-là, puis on a l'impression qu'on est peut-être un peu en espèce de tergiversation là, qui en finit plus. J'ajouterais, pour vraiment la question de l'urne, là, ça va être, est-ce que oui ou non, on revient avec l'objectif d'augmenter les services de transport collectif. Donc, on va attendre ce nouveau plan de 2025 au printemps avec beaucoup d'impatience et puis ce sera peut-être l'occasion de se retrouver à nouveau, Samuel, pour en parler, pour peut-être en faire l'analyse puis discuter de ce qui aurait été mis dans ce nouveau plan. Donc, merci beaucoup, Samuel Pagé-Plouffe, d'être venu en parler. Donc, je répète que tu es coordonnateur de l'Alliance Transit, qui est l'Alliance pour le financement du transport collectif. Merci beaucoup, puis au plaisir d'en rediscuter lorsque ce plan 2025 sera enfin sorti. Avec plaisir, merci. Une excellente journée à toi.